Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un talk consacré à une institution, un théâtre populaire et bien connu de tous. On va parler des bistrots. Le bistrot est-il le type de restaurant qui survivra à toutes les modes ? À l'heure où les bouillons reprennent de la vigueur, à Paris tout du moins, quand les brasseries jouent les belles endormies, depuis 15 ans maintenant ça pousse côté bistronomie. Alors on oublie cet heureux télescopage pour revenir au fondamental. Qu'est-ce qu'un bistrot ? Un bon bistrot ? Et en quoi ce modèle est-il intemporel ? C'est la question que j'ai posée à mes deux invités, un pro et un amateur passionné. Le pro, c'est Stéphane Reynaud, qui a eu la gentillesse de nous accueillir chez lui, chez Montgénéral, adresse référence du 7e arrondissement de Paris. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'homme et son histoire, j'ai eu le plaisir de lui consacrer un épisode de ce podcast. Allez voir dans nos archives, ça vaut l'écoute. Le passionné, c'est Pierrick Bourgault, auteur de plusieurs ouvrages sur les bistrots et leur histoire. Alors on rentre tout de suite dans le sujet. Première question pour Stéphane Reynaud. Vous écoutez Chef et ce talk dissèque une institution avec au fond une question. Le bistrot est-il immortel ? Alors le bistrot, qu'est-ce que c'est pour moi le bistrot ? C'est le café à 1,30€ au comptoir. C'est la Romanée Conti à 12 000 € à table. C'est que la personne au comptoir soit très heureux de là où il est, et que la personne avec sa Romanée Conti soit très heureux là où il est. C'est vraiment l'endroit intemporel où chacun doit trouver sa place et chacun doit s'y sentir bien, peu importe son statut social, peu importe ses revenus. Voilà, c'est l'endroit où on est bien. On a envie de se poser quelques instants et de profiter de ce qui nous entoure. Voilà ce que c'est pour moi le bistrot. Stéphane nous parle de valeurs, en l'occurrence de valeurs qui lui sont chères et qui lui permettent d'animer avec succès aujourd'hui le sien, depuis pas mal d'années maintenant, Montgénéral. Pierrick, on a entre nous une pile de livres consacrés au bistrot que vous avez écrits. Vous êtes écrivain, photographe, vous avez pas épuisé parce qu'elle est sans fond cette question, mais en tout cas... C'est vrai que c'est sans fond. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous repréciser un petit peu l'histoire de cette figure gastronomique, sociale, qu'est le bistrot en fait, de ce lieu-là ? Alors Stéphane a parlé très justement de comptoir, et un bistrot c'est un comptoir, c'est le lieu de tous les possibles, un peu de toutes les rencontres, parce qu'au comptoir, ma foi, on peut aborder quelqu'un. Le comptoir a une sociabilité très particulière. Ce qu'on est en train de se dire là, c'est c'est un lieu de multiplicité, de ce qu'on propose, de ce qu'on voit, de ce qu'on croise au comptoir, socialement, culturellement, c'est un lieu de croisement. Lieu de vie. Ouais, un lieu de vie. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'assiette ? Est-ce qu'on peut rentrer dans la cuisine ? Alors ok, on a compris que le bistrot, c'était l'endroit où on pouvait se retrouver pour boire un café ou ouvrir une bouteille de Romanée Conti. Je suis pas sûr qu'il y ait des bouteilles de Romanée Conti dans tous les bistrots. Mais c'est pour caricaturer, évidemment. Mais le spectre est large. C'est juste pour montrer aux gens que tout le monde doit s'y sentir bien. Et c'est ça l'âme du bistrot. C'est que personne doit être en décalage par rapport à une autre personne. Puis on peut être habillé en vert, sortir des poubelles, peu importe, on s'en fout. On est là le pour patron partager. côtoie l'ouvrier. Absolument, on profite, on échange. Moi, j'ai un souvenir de cette image-là. C'était un endroit qui s'appelait le Duc de Richelieu, rue de Richelieu. Je vous parle d'il y a 35 ans. Et c'était un endroit qui était près de la Bourse, qui était ouvert 24 heures sur 24. Et c'était incroyable. Le théâtre. On allait prendre l'apéritif à 17h et à 4h du matin, on se dit on va arrêter une Ricard, on va prendre autre chose. Et c'était 4h du matin. Ouais. Et entre-temps, t'avais vu passer tout le monde. Mais ouais, c'était ce... Je veux dire, j'en ai des frissons quand j'en parle parce que c'est vraiment ces lieux mythiques, entre guillemets, qui ont toujours existé et qui pour moi existeront toujours. Mon premier bistrot, je l'ai monté avec mon associé de toujours, Nicolas Bessière, il y a 34 ans, rue Didot. On était en pleine période de nouvelle cuisine. Et quand vous alliez voir une banque en disant « je vais monter un bistrot », les gens vous riaient au nez. Ouais. Mais vraiment, j'ai dit « mais attendez, le bistrot, mais non monsieur, c'est terminé, mais dans sa nouvelle cuisine. Ouais. » Au revoir les œufs maillots et tout ça a plus... Non mais revenez sur terre, le bistrot. Enfin bref, j'ai pu emprunter à un organisme bancaire, parce qu'aucune banque n'a voulu me prêter de l'argent, 800 000 francs à 14,5%. Le taux de l'usure était 14,70. Donc j'étais vraiment juste, mais quelqu'un m'a prêté l'argent, ce qui m'a permis de monter mon premier bistrot qui a été complet le premier jour, et pendant 10 ans, il a été complet. Donc c'est vraiment un lieu qui pour moi a toujours existé et qui existera toujours. Parce que c'est vraiment l'endroit où on peut revenir 5 fois dans une semaine et on s'y sentira toujours bien. Parce qu'il y a la notion de plat du jour, il y a la notion de saisonnalité,
Je pense que la carte d'un bistrot, c'est le produit qui l'a fait et pas l'inverse. Alors rentrons là-dedans, rentrons dans l'assiette. Par un professionnel, un expert qui la vit et la conçoit tous les jours, et par un amateur passionné qui la consomme certainement tout autant. Qu'est-ce qu'on trouve dans la cuisine et dans l'assiette d'un bistrot ? Une cuisine réconfortante, une cuisine qui rassure, une cuisine qui donne les joues rouges et qui rend l'intérieur joli. C'est une cuisine qui est pour moi vraiment la cuisine de marché proprement dit. C'est-à-dire que c'est une cuisine mais d'une saisonnalité absolue. Pas de bistrot sans respect de saison, c'est une évidence. C'est pas possible. Ça devrait être pour tous les restaurants pareil. Aujourd'hui, je veux dire, quand moi en hiver, je vois dans les pâtisseries des tartes aux framboises, je pourrais tuer. Ça me rend complètement dingue. Quand l'été, vous allez au bord de mer et que vous avez tous les restaurants qui annoncent des Saint-Jacques, mais pareil, je deviens fou. C'est pas possible. Notre métier a changé. Oui et non, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous expliquais, c'est le produit qui va faire la recette. Je reçois mes cours de crier le matin à 9h, je fais tiens, demain je vais faire ça, 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 ça et ça. Je suis livré dans la nuit et le lendemain matin, je mets en œuvre. Pour autant, est-ce qu'on pense que tous les bistrots ont cette discipline, ces valeurs ou cette possibilité même ? Alors, c'est pas une discipline, c'est une valeur évidemment, c'est une facilité aussi. Parce que quand on achète les produits de saison, on achète au meilleur goût et au meilleur marché. Donc finalement, tout le monde s'y retrouve. C'est pas idiot de le rappeler quand même. Mais oui, nous, on s'y retrouve parce que quand vous allez acheter le maquereau en saison de maquereau, il ne va pas coûter très cher et il sera à son apogée gustativement parlant. Donc le client va s'y retrouver. Donc c'est extrêmement important. Et de faire une cuisine, je dirais simple, que l'on peut twister. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous avez un filet de maquereau, ça peut être le pire des plats, comme un plat, entre guillemets, 3 macarons Michelin. Et il n'y a pas besoin de grand-chose pour le rendre joyeux, ce plat-là. Mais le produit avant tout, le fait que ce soit servi, je dirais simplement, c'est-à-dire qu'il faut une équipe conviviale, il faut qu'il y ait un rapport entre le client et la personne qui va le servir. Il y a moins de protocole que dans un restaurant classique. On laisse les gens tranquilles, ils ont envie d'être tranquilles. Mais dès qu'ils ont envie de partager, évidemment, on est là pour répondre. Alors on se parle d'ambiance, on se parle de réconfort, de chaleur, de saison, de produits. Pierrick, la cuisine d'un bistrot, elle éveille quoi chez vous ? C'est quoi les... Mon grand-père tenait un café, il faisait une petite cuisine très de saison, comme le dit Stéphane, très locale. Et il allait à la pêche aussi, c'était au bord d'une rivière, donc il préparait les poissons d'eau douce qu'il pêchait. Mais c'est important aussi de proposer cette cuisine qui est une cuisine simple, une cuisine savoureuse et une cuisine à partager. Alors ce qui est très amusant, c'est que c'est par rapport au sens du mot bistrot. C'est qu'il y a eu cette légende disant que bistrot venait du russe pour dire rapide. Alors effectivement, c'était plus lié au petit verre de vin blanc et puis au jambon beurre sur le comptoir vite fait. Alors que la bistronomie, ce sont des cuissons lentes, ce sont des plats mijotés, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc c'est pas forcément la vitesse, sa cuisine. Et on a aussi parmi les mots du bistrot qui sont un petit peu surprenants, eh bien on a le zinc. En fait, le zinc n'est pas en zinc, il est en marbre comme ici, il est en étain le plus souvent. Ouais. Le zinc, ça vient d'une légende. L'étain se dit Zinn en allemand, et les Allemands, durant la guerre 39-45, venaient récupérer les comptoirs pour l'étain qui servait à faire des soudures dans l'électronique, des premiers émetteurs, récepteurs. Et c'est comme ça qu'il parlait de l'étain en disant... Voilà, et il demandait le Zinn. Mais on trouve aussi dans la littérature des citations du mot zinc avant la guerre de 39-45. Donc comme les mots bistrot, estaminet et zinc, ces étymologies populaires sont pleines d'histoires. Ouais. Vous voyez, assez flou. On n'est pas vraiment sûr. Ouais. Et sont plein c'est en ça que ça dit la popularité aussi de cette institution qu'est le bistrot. En fait, c'est qu'elle est faite d'une oralité, de légendes, de choses qui ont été rapportées dont on ne connaît pas précisément l'origine. Il y a quand même des institutions dans l'assiette. Est-ce qu'on peut faire un bistrot sans œuf maillot ? Est-ce qu'on peut faire un bistrot sans, je sais pas, il y a quand même des représentations gastronomiques un peu évidentes, non ? Oui, bien sûr, l'œuf mayonnaise. Je précise que Stéphane Reynaud a été quand même élu champion du monde l'œuf maillot, donc tu peux pas parler de ça. Tu peux pas parler de ça en toute légèreté. Mais voilà, est-ce qu'on peut faire un bistrot sans ces marqueurs-là, sans ces figures de la gastronomie que sont ces plats-là ? On peut, bien évidemment, mais ça reste quand même des valeurs qui sont associées au mode de cuisine du bistrot. L'œuf mayonnaise, moi aujourd'hui, c'est 33% de mes entrées. Un tiers de mes entrées, c'est mon œuf maillot. Mais par exemple, mon œuf maillot suit les saisons. C'est-à-dire que mon œuf maillot, entre le 1er janvier et le 31 décembre, il aura eu 4-5 après.
Donc c'est important, toujours sur une base d'un œuf mayonnaise. Aujourd'hui, je fais une mayonnaise à l'ail des ours, parce que c'est le printemps, c'est l'ail des ours qui arrive. C'est la première plante ramassée, entre guillemets, qui annonce le printemps. Voilà, j'ai les graines de courge qu'on fait torréfier, ce genre de choses, les premières pousses de pois qu'on vient mettre dessus. C'est quand même, là ce que tu dis c'est quand même particulier parce que on m'enlèvera pas de l'esprit que tous les bistrots n'ont pas cette agilité là, et parfois justement dans le bistrot il y a une carte qui est très figée. L'œuf maillot c'est l'œuf maillot et il est comme ça toute l'année. C'est quand même aussi parfois une adresse qui est dans le temps assez figée dans sa proposition, dans sa carte. Oui, complètement, et c'est très bien ainsi. Moi, je vais dans des endroits, comme vous dites, cultes à Paris. Quand je parlais du Duc de Richelieu, cette carte, elle était figée du 1er janvier au 31 décembre. C'est une ancienne époque. Mais effectivement, il y avait l'œuf mayonnaise, c'était un œuf, de la mayonnaise, la côte de bœuf avec des frites. On savait ce qu'on allait y manger, mais on y allait surtout pour l'ambiance qu'on allait vivre. L'instant, c'est-à-dire que finalement, c'est d'arriver à lier la cuisine et l'esprit qu'on va amener à l'endroit. Parce que vous allez manger le meilleur des plats de votre vie avec des gens chiants dans une ambiance chiante, vous n'y refoutez pas les pieds. Mais un steak frites dans une ambiance de dingo, bah vous y allez 4 à 5 fois par semaine. Donc c'est de trouver ce joli compromis entre justement ce qu'on va offrir aux gens à l'extérieur de la cuisine et ce qu'on va offrir aux gens dans l'assiette. Est-ce que c'est, là j'ai l'impression qu'on a presque déjà répondu à cette question, mais est-ce que selon vous le modèle du bistrot dans ce qu'il a à proposer aujourd'hui dans notre société, c'est un modèle qui est fragile? Ou alors interrogeons peut-être les décennies qui viennent de se passer, les 40 dernières. Est-ce qu'il a été mis en fragilité? Parce qu'on parle toujours du nombre de bistrots qui a été déclinant, mais qui s'explique par plein de raisons. Mais alors, pour moi, pas du tout. Mais après, pour moi, pas du tout. C'est quelque chose qui est intemporel, c'est quelque chose qui est universel. Mais après, il y a des modes. Donc effectivement, quand on va parler de la mode de la nouvelle cuisine, il y a 30 ans de ça, on ne parlait que de ça. Le bistrot existait quand même, mais on n'en parlait plus. Mais ça n'empêche que les gens y allaient, ils étaient vivants. Regardez à Paris. Il n'y a pas très longtemps, Aline Algo, elle a mis en avant 60 bistrots parisiens en remettant la médaille de vermeil à la ville de Paris aux bistrotiers présents. Donc ça prouve bien qu'on tient à ces établissements, on tient à cet état d'esprit. C'est représentatif, je dirais, de la France. En tout cas, il y en a de qui Paris se battent pour que ça fasse partie du patrimoine. C'est en cours, d'ailleurs. Et tout ça pour dire que, pour moi, ça existera toujours. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Mais il y a des modes qui viennent se greffer dessus. Il y a eu la mode des burgers il y a 10 ans, où on ne parlait que de ça. La mode de la cuisine italienne dans les 5 dernières années, toutes les nouvelles pizzerias qui s'ouvrent de partout. Mais le bistrot est là. On ne dit rien, on ne fait pas de bruit, mais... Après, il y a des chiffres qui sont édifiants, et effectivement, qui s'expliquent peut-être par ces modes-là. Il y avait 400 000 bistrots en France en 1945, contre 40 000 aujourd'hui. Oui, mais il y a sûrement autant de restaurants, mais il va y avoir de la pizzeria, il va y avoir du restaurant asiatique, il va y avoir à la diversification. C'est juste que l'offre est différente qu'avant. Aujourd'hui, il y a une mondialisation de la nourriture. On mange tout ce qu'on veut de partout, et du coup, forcément, le bistrot est remplacé, par un bar à sushi, je ne sais, mais il sera toujours là. Ouais. C'est cette diversité. Au départ, c'était que le bistrot. La restauration, c'était que ça, finalement. Après, il y a eu les gastros, entre guillemets, et puis après, toute cette nouvelle cuisine qui s'est greffée autour, toutes ces modes culinaires. Mais pour moi, le bistrot, il a un avenir brillant. Pierrick, est-ce que vous partagez ce constat qui nous réjouit et qui nous réconforte? Parce qu'on n'a pas envie que les bistrots soient un modèle en fragilité. Or, dans la bouche de Stéphane, c'est pas du tout le cas. Eh ben oui, je partage cet enthousiasme de Stéphane. Je fais partie de l'association des bistrots et cafés de France avec Alain Fontaine pour défendre justement auprès de l'UNESCO le bistrot en tant qu'art de vivre. Alors effectivement, à Paris, on est un peu des enfants gâtés, à savoir qu'il y a des touristes, des étudiants, un certain niveau de vie. Mais ce que racontait Stéphane sur ses difficultés pour reprendre un bistrot rue Didot il y a quelques années, eh bien, les gens à la campagne le vivent. Et de plus en plus de bistrots ferment. Et ils sont remplacés par quoi? Par des distributeurs de pizza et des distributeurs de pain pour les boulangeries. C'est très triste de voir ça. Je voyage beaucoup à la campagne et la transmission est très difficile administrativement et puis au niveau financier aussi, au niveau des normes qu'il faut respecter, qui sont intéressantes, mais c'est ce qui fait qu'effectivement on a de moins en moins de bistrots à la campagne. Paris est un peu une enclave assez privilégiée. Mais c'est hyper important de le préciser effectivement, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit? Alors il y a des difficultés à la reprise, à la réinstallation, mais qui sont valables de n'importe quel
terrain de la restauration, qu'on parle d'un bistrot ou de n'importe quel autre restaurant. En revanche, est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce que ce modèle fait rêver en dehors de Paris, où on a encore envie d'aller chercher ou de la nappe à carreaux, ou de l'ambiance, ou du zinc? Peut-être qu'à la campagne, moi qui suis né dans le Cantal, je voulais surtout pas ça, moi. Moi, quand le McDo a ouvert à Aurillac, c'était la fête. Comment s'explique la différence qu'en campagne, le bistrot soit un petit peu moins glamour, entre guillemets, ou... Alors, moi j'habite à la campagne, donc je peux en parler vraiment ouvertement. Je suis au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire, 2000 habitants, 6000 habitants l'été. Le modèle économique est totalement différent, c'est-à-dire que les gens déjà gagnent moins, donc dépensent moins en restauration évidemment. Les repas ouvriers, je veux dire 13,50, offrir entrée, plat, dessert, il faut pouvoir, et du vin parfois, mais du coup forcément derrière, quand on parlait de transmission, s'il faut une mise aux normes, économiquement parlant c'est pas possible d'investir 150 000 euros ou 100 000 euros ou un peu moins dans un établissement pour justement pouvoir l'exploiter. Les gens disent non, on arrête, on ferme, on met la clé sous la porte. Donc ça c'est très compliqué. Ensuite, vivre sur son bistrot, quand vous habitez vraiment à la campagne, c'est compliqué. C'est-à-dire c'est compliqué de vous verser un salaire. Donc vous vivez entre guillemets sur la bête. Donc vous allez manger au bistrot, vous dépensez rien puisque vous bossez toute la journée et vous gagnez un petit peu d'argent quand vous arrivez à le vendre en fin de carrière, donc à 75 ans pour prendre 5 années de retraite avant de calancher. Donc oui, les campagnes se désertifient. Donc forcément, les bistrots ferment, malheureusement. Mais c'est un constat, comme je dirais, tous les commerces de proximité des campagnes. C'est qu'il y a moins en moins de pouvoir d'achat, il y a moins en moins de monde. Alors qu'à Paris, il y a tellement de monde en permanence que, je veux dire, on arrive à trouver notre clientèle. Si, je pense, on fait à peu près bien son boulot, on arrive à vivre de son travail. Mais alors c'est flippant parce qu'on passe d'un constat en se disant le bistrot est immortel à dès qu'on dézoome, l'idée de se dire en fait Paris va être une sorte de musée du patrimoine gastronomique et peut-être que dans 20 ans ce sera une tannée, et ça l'est déjà je pense dans certains bleds de trouver un bistrot. En province, je parle des campagnes que moi je peux connaître, qu'on parle de bistrot ou d'autres restaurants, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas spécialement lié au restaurant, je parle des petits commerces, je parle des commerces de proximité, des commerces qui habitaient les villages. Je parle de ça. Donc c'est global, c'est pas uniquement sur c'est pas le bistrot, c'est le petit magasin, c'est le petit artisan. Donc c'est pour ça que moi j'ai aucune inquiétude sur en tout cas mon métier. Tout va s'arrêter. Mais non, mais c'est un métier de passion. Quand vous passez 15 à 18 heures par jour dans votre établissement, si vous commencez à vous ennuyer en faisant ça, faut vite arrêter et penser à autre chose. Par contre, si vous prenez du plaisir, quel kiff d'y être 15 heures par jour. C'est ça. C'est plus un travail, c'est un plaisir. Enfin, c'est un travail qui est quand même... Oui, mais de faire à manger, c'est assez basique ce que je vais dire, mais je dis toujours que le premier acte d'amour d'une maman avec son enfant, c'est de le nourrir. C'est un acte d'amour absolu. De faire à manger, moi les gens viennent chez moi, ils payent pour bien manger. S'ils repartent en ayant bien mangé, j'ai juste fait mon boulot. J'ai juste rempli un contrat qui est, on paye pour avoir ça, et ça on a envie de prendre du plaisir. Contractuellement parlant, c'est ça. Si là, ils prennent vachement de plaisir, qu'ils disent on revient demain et compagnie, on dit super. Il y a eu un petit supplément d'âme qui fait que. Mais le contrat de base, c'est ça, c'est de donner du plaisir aux gens. Donc, si on donne du plaisir, il ne faut pas se dire youpi. Non, tu as juste fait ton boulot. Alors, on parle de clés. On parle de clés qui sont importantes. Et je vais commencer par poser la question à Pierre. Quelles sont les clés qui, selon vous, alors là, on va parler à un consommateur passionné, et puis après, on parlera au chef, qui font le succès d'un bon bistrot. Qu'est-ce qui, selon vous, les 2-3 trucs qui font que vous revenez à une adresse? Qu'est-ce qui vous parle? Sur quoi va porter votre attention? Je crois que c'est d'abord la personnalité de la femme ou de l'homme qui tiennent le café, de l'accueil, de la... Premier point, c'est l'incarnation. C'est la personne. On va chez quelqu'un. C'est l'accueil, évidemment. On va chez quelqu'un, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, les villages, si on parle de la campagne, on en parlait tout à l'heure, un village avec un bistrot, il a une plus-value, à savoir que de nouveaux habitants, il y a tellement de classes qui ferment dans les campagnes, un couple qui veut s'installer dans un village, il va plutôt s'installer dans un village qui a un bistrot, dans lequel il se sent bien, plutôt que dans un village dortoir où il n'y a aucun commerce. Donc ça c'est important, c'est la valeur ajoutée du bistrot qui n'est pas dans le tiroir caisse de la patronne ou du patron, mais qui est dans l'existence de ce café.
Ce qu'on va y chercher, vous savez, alors c'est effectivement les horaires d'ouverture large. Si vous passez le matin, vous repassez le soir, il est ouvert. Ce que j'aime, c'est de trouver aussi la surprise. Qui va pousser la porte. On voit certaines personnes, on ne sait pas à l'avance si la soirée sera très dense ou très tranquille. C'est un petit club, un petit théâtre où il peut se passer, voilà. Exactement, c'est un petit théâtre où vous pouvez faire le pitre ou écouter tout simplement en tant que spectateur. Et je dis souvent qu'un café qui ferme, c'est un théâtre qui brûle. Là, on se parle d'humain. Quels que soient les exemples que vous avez cités, on ne se parle que de l'humain. Stéphane, est-ce que ça, j'imagine que oui, c'est une valeur clé, essentielle, fondamentale, la clé de voûte? L'accueil, évidemment. Si oui, et y en a-t-il d'autres? Oui, je dirais qu'il y a l'accueil, la qualité de ce qu'on mange et le prix qu'on va payer. Le triptyque. Oui, mais pour moi, c'est primordial. Mais encore une fois, cette notion d'accueil, c'est drôle quand les gens disent « Ah quand on est rentré, vous nous avez souri, c'était chouette ». Non mais à Paris ça peut choquer Stéphane. C'est exactement la même histoire que les Saint-Jacques. Quand on me dit ça, je dis mais heureusement, mais c'est le minimum. Donc c'est assez drôle d'entendre encore aujourd'hui ça en disant putain je suis dans un endroit mais il n'était pas sympa, on était mal accueillis. Mais aussi le bistrot parfois, cette image de marque fait partie de l'identité du bistrot. J'allais dans un endroit qui s'appelait le Vin des Rues, rue Boulard, tenu par Jean Chanrion. Jean Chanrion, il vous accueillait avec un grognement. Oui. Il avait sa pipe, ses grosses moustaches, son pantalon en velours. Vous osiez à peine lui demander du pain. Et quand l'addition arrivait, il s'était endormi sur sa table avec son addition devant lui et sa pipe allumée. Vous n'osiez pas le réveiller. Mais j'y allais tous les jours dans cet endroit. Quand on parlait de spectacle et de théâtre... Lieu de caractère. Évidemment. Mais c'était magique. Mais je veux dire, le commun des mortels irait là-bas, voyant ça, dire mais c'est quoi cet endroit? Mais en fait, c'était un théâtre. Ouais. Et c'était magique. Et encore une fois, je vous dis, de reparler de tout ça, ça m'émeut parce que c'est tous ces endroits qui m'ont donné envie de faire ce métier-là. C'est tous ces endroits qui, pour moi, étaient tellement habités que c'en était vraiment magique. Et quelque part... J'étais un petit peu jaloux de ses caractères un peu trempés et différents. En me disant, putain, il va loin, mais ça marche. Ouais. Parce que c'était naturel. Parce que c'était lui. Parce qu'il ne faisait pas semblant. Donc on était face à la comédie humaine, mais magique. Donc oui, l'accueil, pour moi, c'est primordial. Après, ce qu'on y mange, évidemment, c'est extrêmement important. Mais c'est ce que je dis, c'est que le meilleur des repas, ça peut être un bout de pain, un morceau de fromage, près avec les gens qu'on aime. Donc, c'est ce compromis, c'est ce rapport entre avec qui on est, qu'est-ce qu'on va manger à l'instant T, et puis le prix qu'on va payer. Il faut qu'à la fin du repas, je veux dire, moi parfois, je vais acheter un produit un peu cher, je me dis tiens, je vais mettre ça, mais c'est un petit peu cher pour mon restaurant. Je vais afficher un plat à 35 €. Je le mets comme ça sur la pointe des pieds, mais je suis obligé de le faire sur des produits que j'achète un peu cher. Je dis, mais parfois, en 5 minutes, j'ai tout vendu. Et tout le monde dit, putain, c'était trop bon. Ouais. Donc c'est ce compromis, finalement, voilà, c'est au client de le trouver. Il faut trouver cet petit équilibre, équilibre-là. Il y a un mot qui a été prononcé tout à l'heure, comme si c'était une évidence et qu'on pouvait en parler comme ça. Or, sa genèse est plus récente, c'est le mot de bistronomie. Bistronomie qui a été inventé par un critique gastronomique pour contracter le bistrot et la gastronomie. En gros... peut-être qu'à une époque où on pensait que les bistrots c'était un truc où on allait mal manger, une entrecôte frite, il y a eu une scène portée évidemment dans la figure de proue et Candebord à l'époque où on se disait c'est pas parce que c'est un bistrot qu'on peut pas bien manger et voire même on peut monter un peu les curseurs de la complexité de ce qu'on propose dans la cuisine. Quel effet ça a eu ça sur le regard qu'on a des bistrots? Est-ce que ça a relevé les choses? Est-ce qu'au contraire ça a créé des courants différents? C'est juste que c'est d'immenses cuisiniers qui ont fait leur classe dans leur palace, qui ont travaillé en mode palace des produits pas chers. Donc la mise en avant des abats, la mise en avant des poissons dits non nobles, et de les travailler en mode palace. Et donc là, forcément... Ce qu'avait entamé du coup Candebord au crayon avec Christian Constant en disant on va faire une andouillette au crayon, on va faire un maquereau au crayon. Ouais. Et après il s'est dit mais en fait je vais juste... Il faut les faire dans les bistrots. Et du coup ça permet d'avoir des plats entre guillemets 3 étoiles sur des coûts de bistrot. Donc en fait c'est ça la bistronomie, mais c'est à la base c'est des cuisiniers hors pair qui sont venus là-dessus. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dérive? Est-ce que ça n'a pas généré une dérive dans les prix? Est-ce qu'aujourd'hui par exemple il n'y a pas des bistrots, et notamment dans Paris, qui sous couvert de cette vague qui a maintenant, on parle de ça a une vingtaine d'années, qui est un peu plus établie aujourd'hui, font qu'on se retrouve à se dire je vais dans un bistrot et en fait j'en ai eu pour 100 balles?
Oui, mais alors, moi, vous venez chez moi, vous prenez entrée, plat, dessert, du vin, vous allez vous en tirer pour 70 balles, un truc comme ça. Mais, encore une fois, c'est d'assumer l'offre par rapport à ce que vous allez payer et le plaisir que vous allez y prendre. Donc, il y a des endroits qui se disent bistrot, mais qui sont ouverts qu'aux heures des repas. Donc, vous êtes midi, 14h30, 19h, 22h. Et ça, c'est pas un bistrot. C'est fermé. Voilà, non, parce que vous pouvez pas venir au comptoir ou faire une tranche de charcuterie l'après-midi ou le matin. Donc, c'est encore une fois, c'est un restaurant qui travaille le produit bistrot. Mais je pense que ça a été très bien pour notre métier. Ça a été très bien pour montrer que le bistrot, c'est un lieu où on peut faire ce que l'on veut à manger, en fait. Je veux dire, on sort des codes. On sort un peu de la personne qui va arriver derrière vous, madame, monsieur, tout va bien. Non, on sort, on fait à manger. Avant tout, c'est ça. Et si on peut donner très très bien à manger à des prix ménagers, c'est super. Donc moi je suis extrêmement content de cette pseudo-mode de la bistronomie. Mais qui quelque part, il y a toujours eu des bistrots où on mangeait très très bien. Et donc après c'est un terme qu'on a mis sur ces restaurants-là. Comme vous dites, à l'époque de Candebord, Constant, qui sortait du Crillon, et il y a eu toute cette vague. C'est de la cuisine dans un autre cadre qui pourrait être étoilé. Oui, mais tout à fait. c'est un cadre qui ne veut pas d'étoiles. C'est un cadre qui veut de la tranquillité. Et je dirais la valeur ajoutée et le plaisir d'un bistrotier, c'est d'avoir son restaurant plein. Le reste... Oui, comme disait Candebord, il voulait sortir des dorures et faire sa cuisine, et puis voilà. Alors juste, je vous raconte une petite anecdote. À Lyon, il y a un bouchon, donc un bistrot lyonnais qui s'appelle le Jura. Café du Jura. Sur la carte du Café du Jura, la patronne, qui est vraiment une cuisinière lyonnaise, elle a marqué « Si vous avez moins d'une heure et demie pour déjeuner chez moi, vous n'avez rien à y faire. Alors vous y allez. » Et on est tenu de marquer tous les allergènes possibles et inimaginables par les lois européennes. Sachez que dans tous mes plats, il y a tous les allergènes possibles et inimaginables. Donc si vous avez une allergie, vous n'avez rien à faire chez moi non plus. Encore un exemple. Le décor est planté et quand vous allez là-bas, vous savez pourquoi vous y allez. Est-ce qu'il y a des... Pour conclure, on peut se demander ça, parce qu'on a parlé effectivement de cette figure immortelle que représente le bistrot dans le paysage de la gastronomie, et en même temps de cette dichotomie qu'il pouvait y avoir à maintenir un commerce, mais comme un peu tout commerce finalement en campagne. Est-ce qu'il y a des enjeux actuels un petit peu différents, et Stéphane, avec ton expertise et ton expérience du temps passé, tu peux peut-être nous le dire, est-ce qu'il y a des enjeux différents? Parce qu'on a parlé du prix, par exemple, qui est une valeur importante. Aujourd'hui, les gens accordent peut-être moins d'argent à la restauration. Peut-être que tu évolues aussi pour coller à ces désirs-là. Est-ce qu'il y a des enjeux actuels qui sont différents pour un bistrot que ceux qu'on pouvait rencontrer il y a une dizaine d'années? Les enjeux aujourd'hui sont différents. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, le fait de suivre les produits, les saisons. Quelque part, c'est devenu obligatoire parce que tout, malheureusement, a énormément augmenté. Donc, si on ne veut pas exploser dans nos prix de vente pour garder... Mais ça peut être un avantage de l'inflation. Pour le coup, si ça peut avoir un effet cool et que tous les chefs et tous les restaurateurs de France se mettent à cuisiner de saison, ce sera pas mal. On est obligé. On est vraiment obligé. Parce que moi, je ne peux pas mettre de poisson noble à la carte. Je veux dire, aujourd'hui, vous allez prendre un bar, donc je ne vais pas prendre un bar d'élevage. Évidemment, un bar sauvage à moins de 25 € du kilo, je ne vais pas trouver. Une fois les filets levés, je vais être à 35 €, 38 €. Je mets 200 grammes par personne, je vais être à 8 € juste sur la portion. Le temps passé, il faudrait que ce soit un plat que je vends dans les 40 €. Je ne suis pas capable. Donc, on cherche encore une fois, et finalement c'est magique pour nous parce que ça nous permet d'aller dans nos retranchements, de sortir un petit peu des habitudes, de réfléchir. Parce que vous avez un filet de bar Ikejime sauvage, vous le servez, vous avez besoin de rien faire, c'est nickel. Et donc on va, ce que je disais, travailler des produits peut-être moins nobles, mais de leur donner une noblesse de la manière dont on va les apprêter. Et je pense que notre métier a vraiment évolué dans ce sens. Stéphane, je fais une petite parenthèse, fait partie des on peut dire bistrotier, c'est un joli mot. Moi, fait partie des bistrotiers qui apprêtent un produit quand même. Il les apprête. Mais oui, mais évidemment. Oui, mais je tiens à le souligner parce que ça fait 2 fois que tu parles d'après et d'apprêter. Mais parce que c'est respecter le produit et c'est lui dire merci, tu es là. On va essayer de te rendre encore plus beau que tu es au départ. Et c'est notre métier. De prendre le maquereau et de le servir. Il s'est passé quelque chose entre le moment où il est arrivé et le moment où il est sur table. Il a été apprêté. Il a été apprêté, et j'espère bien apprêté. C'est un gros boulot de recherche, de sourcing, mais après, on est tellement content. Je veux dire, moi, le matin, à 6h30 du matin,
6h30, je dis ça, histoire de... 7h30, 8h, quand j'arrive au restaurant et que je vois mes poissons qui sont posés sur le rebord de ma plonge, j'ouvre ça, je sais ce que j'ai commandé, mais je vois cette fraîcheur, cette qualité. Mais c'est... À chaque fois, je suis émerveillé et je suis heureux. Ma journée, elle est gagnée grâce à ça. Donc, j'ai surtout pas envie que ça s'arrête. Et finalement, cette conjoncture qui est un peu compliquée, eh ben, ça m'amène peut-être plus de bonheur que si c'était tellement simple. Il y a de l'émotion dans la voix de Stéphane quand il parle de son métier. Il y avait de la gourmandise dans le regard de Pierrick quand il évoquait l'ambiance de ses bistrots adorés. Alors je vous lis quelques mots de l'ami Stéphane Reynaud justement qui a consacré un livre à notre sujet, l'introduction de son ouvrage joliment intitulé « Bistrotier, le livre des joues rouges et des assiettes à saucer ». Le bistrot, c'est un endroit et un moment, un lieu qui ressemble à un chez-soi avec ses larges bras qui vous entourent dès votre entrée. Les clients accoudés devisent sur la une du jour entre avis tranchés et avis tranchés, entre café serré et blanc limé. Les volutes de blanquettes dansent au-dessus des expressos, les souliers font chanter le sucre sur le sol, on y déjeune, on s'y régale du jour, on y reste où l'on revient pour l'apéro. Bref, je sors du texte de Stéphane Reynaud car ce talk à moi m'a mis les crocs et plus encore il m'a donné envie de faire ce que je préfère au-dessus d'une table ou au comptoir, oublier le temps, perdre son emploi au gré d'une prochaine tournée, relancer la machine en remettant le couvert car on avait laissé passer une entrée, bref, faire de l'instant l'unique moment et le rendre gourmand, ça, c'est puissant. Alors merci Pierrick et merci Stéphane, promis, la prochaine, c'est la mienne. Merci à vous de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on passe de l'autre côté du comptoir et on retrouve les cuisines pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!